On va résumer le livre Eldorado de Laurent Godet. On va faire un résumé complet, c'est-à-dire du début à la fin du livre, mais il va être rapide, donc il ne sera pas très détaillé. Si vous souhaitez plus tard écouter un résumé plus détaillé du livre, vous pourrez le trouver sur notre chaîne et je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. C'est parti pour le résumé rapide. Ce livre, c'est l'histoire de deux personnages principaux qui vont se croiser. Le premier personnage qu'on découvre, c'est le capitaine Piracci. On le découvre dans la ville de Catane, qui est sa ville, où il est en congé. Et il est poursuivi par une femme, donc il fait son tour au marché, dans cette petite ville portuaire d'Italie, et une femme le suit. Et on découvre un homme qui finalement est très seul, qui est divorcé, qui n'a pas d'enfant, et qui travaille sur une frégate pour protéger les côtes italiennes de l'arrivée des migrants. Donc son travail, c'est d'intercepter les bateaux. Cet homme rentre chez lui et finit par trouver cette femme qui le poursuit dans la rue, qui vient jusqu'à sonner à sa porte. Il la fait entrer, il se demande bien ce que lui veut cette femme, il ne la reconnaît pas. Puis d'un coup, ça va lui revenir parce qu'elle va lui expliquer qu'en fait c'est une dame qui l'a secourue parce qu'elle était sur un bateau qui s'appelait le Vittoria. Et sur ce bateau, elle était avec d'autres migrants en train de mourir de soif parce que le bateau était complètement à la dérive. Et cette femme va raconter une histoire très triste. Elle va raconter qu'elle a payé un passage pour elle et pour son bébé de 18 mois et que finalement ils ont été abandonnés en pleine mer. Ceux qui devaient les conduire sont partis, les ont laissés sans essence pour le bateau, sans vivre à bord et les ont abandonnés là, un petit peu comme un cadeau empoisonné envoyé de la part des Libyens qui utilisaient un petit peu ces migrants pour terrifier les Italiens qui recevaient comme ça ces gens mourant en bateau. Et le capitaine Piracci, ça va être pour lui un élément déclencheur. Il va soudain prendre conscience de la vacuité de son travail et se dire finalement j'incarne un peu la malchance. Celui qui tombe sur moi, ce n'est que le dernier malheur qui peut tomber sur des gens qui ont déjà des vies de miséreux. Et ça lui fait un choc, il va vouloir donner de l'argent à cette dame, mais elle ne veut pas d'argent. Ce qu'elle veut, c'est qu'il lui donne une arme, parce qu'elle veut retourner tuer l'armateur du bateau, celui qui lui a vendu sa place dans ce bateau et qui ne l'a pas conduit à bon port. Ensuite, il y a un autre personnage, en parallèle du capitaine Piracci, qui est aussi un personnage principal. Ce personnage, il vient du Soudan et il s'appelle Soleiman. Soleiman, lui, il se prépare à faire le trajet pour partir du Soudan en transitant par la Libye et partir vivre en Europe. Alors, au début du livre, il est présenté, il est tout joyeux, il se prépare pour ce départ, il se dit quand même en même temps que sa vie va être un peu sacrifiée, mais il accepte ça. Il se dit, ma vie sera sacrifiée, la vie de mes enfants sera difficile, mais la troisième génération sera heureuse. Donc, il dit au revoir à sa ville, et il s'apprête à partir avec son frère qui s'appelle Jamal. Ils vont saluer leur mère, ils vont passer la frontière tous les deux, et quand ils vont arriver en Libye, son frère va lui annoncer une terrible nouvelle, ça va être un grand bouleversement. Son frère va lui dire « Moi, je retourne au Soudan » parce que en fait je suis malade. Il est séropositif, donc il est atteint du sida, et il se dit je vais avoir une faim qui va être horrible, et je veux pas que tu uses ta santé à essayer de m'acheter des médicaments, peu importe, je vais mourir, ça va être une déchéance et je ne veux pas que tu vois ça. Donc Jamel, qui a un petit peu un ascendant sur son frère cadet, va l'envoyer en Europe en lui disant « Va, fais ta vie, réussis, sois heureux, vis pour moi, et moi je souhaite rester ici. » Donc Suleiman part avec le cœur vraiment brisé. Il laisse derrière lui non seulement son pays, mais surtout son frère. Et il se disait, même si je suis un étranger, même si je ne connais personne, il y aura toujours mon frère auprès de moi qui dira, tu te rappelles notre enfance au Soudan. Évidemment, de partir tout seul, c'est renoncer à ça, c'est être vraiment seul. Et c'est un livre qui est quand même très dur. Ensuite, Suleiman va vivre encore une autre épreuve, c'est-à-dire qu'il va se faire voler tout son argent. Il part pour embarquer, mais en fait, encore une fois, ils vont tomber sur une espèce de mafia malhonnête qui vont rassembler les migrants, les battre et leur prendre leur argent. Suleiman va tenir tête, donc il va être roué de coups par les autres hommes qui raquettent les migrants, et il va être laissé pour mort sur la plage. Et là, Suleiman va
rencontrer quelqu'un qui va être son compagnon de voyage pendant tout le livre, c'est Abou Bakr. Et donc Abou Bakr, c'est un homme qui, depuis 7 ans, fait le voyage à pied pour essayer de rejoindre l'Europe. Donc il a déjà traversé une grande partie de l'Afrique et qui va un petit peu être un mentor pour Sulayman, qui va le soutenir et lui donner des trucs pour essayer d'arriver au bout. Et il va lui dire, la Libye, c'est foutu. Il y a une grande tension entre la Libye et l'Europe, donc il s'envoie des cadavres, enfin, il nous pourchasse, on ne pourra pas passer par la Libye. Il faut passer par El Gayarda, il faut donc par l'Algérie et ensuite le Maroc pour rejoindre par la ville de Ceuta ou Melilla, je ne sais plus, pour traverser et arriver en Espagne. Et c'est le chemin que va faire Sulayman. De son côté, on retourne vers le capitaine Piradchi. Il va vivre encore quelque chose de très difficile. Il va récupérer des barques et dans ces barques, il va y avoir encore une fois, beaucoup de morts parce que c'est un bateau qui a coulé et ils n'avaient pas assez de canots de sauvetage. Et du coup, dans la confusion, il y a une seule barque qui va pouvoir être retrouvée. Les autres vont couler au fond de la mer. Et le capitaine Piradchi, il commence à beaucoup souffrir de tout ce qu'il voit. Il va faire hurler la sirène de son bateau sur la mer comme pour tenir compagnie aux personnes qui sont en train de mourir. Et il est au milieu des flots et il essaye désespérément de les retrouver, mais il n'y arrive pas. Et parmi les personnes sauvées, il y en a un qui va venir le voir et qui va lui dire s'il te plaît, cache-moi. Et celui-là, il est plus instruit. Le capitaine Piradchi connaît très bien les migrants depuis longtemps, ça fait des dizaines d'années qu'il garde les côtes. Et il dit, ça se voit. Il se dit, c'est peut-être un médecin ou un ingénieur, ça se voit que c'est un homme instruit qui parle anglais. Il dit, les autres, c'est tous des gamins, des adolescents à peine sortis de l'enfance, qui sont à peine adultes, mais lui, ça se voit qu'il a laissé une famille, ça se voit qu'il a des projets, qu'il veut faire quelque chose. Et le capitaine Piradchi, qui est un homme de devoir, va lui dire, non, mon travail, c'est de vous ramener, donc je vais te ramener comme les autres, et évidemment, il va se retrouver en camp de détention, et son rêve de migration sera foutu, il va être reconduit dans son pays. Et le capitaine Piradchi, qui va refuser de sauver cet homme, va avoir un deuxième coup. Donc on se rappelle, son premier choc, c'est quand il avait rencontré la dame sur le marché de Catane qui avait vu son bébé mourir. Et son deuxième choc, c'est de réaliser qu'il ne pourra pas sauver tout le monde. Et finalement, il n'est plus satisfait de ce travail. Il se définit comme un gardien de la citadelle et ce travail ne le satisfait plus. Il va sortir de son bateau et quand il arrive sur le port, il va voir un petit homme moustachu et arrogant qui est celui qui avait jeté les canots à la mer parce que son bateau prenait l'eau. Et quand il va le reconnaître et qu'il va se dire que cet homme-là est responsable de la mort de dizaines de personnes, il va être tellement furieux qu'il va se jeter sur lui et le frapper. Donc le capitaine d'un autre bateau va intervenir, va lui dire « c'est inadmissible, tu ne peux pas frapper comme ça les gens ». Et le capitaine Piradchi va être complètement en rupture avec la hiérarchie à partir de ce moment-là. Il va retourner chez son ami Angelo, son seul ami, c'est un marchand de journaux qui a eu une entreprise et puis qui finalement, une fois à la retraite, vit tout seul dans sa cabane où il vend des journaux. Et le capitaine Piradchi va décider de partir. Il se dit finalement, ces personnes qui cherchent l'Eldorado, eux au moins, ils sont vivants, il y a de la vie dans leurs yeux, il y a de l'espoir, moi ma vie n'a plus de sens. Donc il choisit de faire le chemin en sens inverse. Il monte dans une barque et il part en direction de la Libye avec sa barque. De son côté, Sulayman, qui est avec Abou Bakr, va vivre quelque chose de tout à fait tragique en Algérie. Et il va être à la fois l'auteur et la victime de ce grand drame qui va se produire. En fait, ils n'ont pas un sou dans leur poche et le périple prend des années parce que quand ils n'ont pas d'argent, il faut travailler jusqu'à ce qu'ils aient de quoi payer le bus, marcher, etc. Et justement, dans un bus, il va rencontrer un agriculteur, un paysan qui raconte qu'il a vendu ses bêtes. Et Sulayman, qui est complètement perdu, qui veut absolument continuer à vivre parce qu'il veut arriver en Europe pour envoyer de l'argent à son frère pour lui sauver la vie, va s'imaginer que ce pauvre paysan est quelqu'un de très riche. Et il va le suivre pendant la pause pipi du bus, et il va le frapper violemment et lui voler son argent.
C'est aussi un moment très difficile dans le livre parce que Suleyman, qui était un brave garçon, on le voyait plein de bonne volonté, va basculer dans quelque chose. Il dit qu'il n'est plus le même, qu'il n'a plus le même regard, qu'il a commis quelque chose d'horrible. Il se dit qu'il s'est menti à lui-même pour se donner bonne conscience en se faisant croire que cet homme était riche, mais ça n'est pas la réalité, il n'avait pas des vêtements de riche, c'était juste un pauvre paysan qui venait de vendre 6 mois de travail, il avait vendu son bétail. Et il dit, depuis que je l'ai frappé, j'ai ruiné sa vie. Il va rentrer pitoyable devant ses enfants, devant sa femme, sans argent, battu. Et c'est moi qui ai fait ça. Donc Suleyman, son périple se continue en allant de drame en drame. Son frère ne l'accompagne pas, on lui a volé son argent, il est lui-même devenu un voleur. Et finalement, donc avec cet argent, ils vont arriver jusque la forêt de Oujda au Maroc. Et ils vont vivre dans des espèces de tentes là-bas, en allant mendier quelquefois dans la ville, mais il dit qu'ils sont trop nombreux. Donc les gens qui sont très pieux, très croyants, donnent parfois quelques sous en allant à la mosquée, mais c'est pas avec ça qu'ils peuvent suffisamment amasser d'argent pour vivre correctement. Donc ils vivent dans des tentes, et là-bas encore, l'armée, la police sont très violents avec eux. Ils arrivent parfois, ils font des rafles, ils prennent les tentes, ils ramassent les migrants et ils les abandonnent dans le désert. Et justement, une rafle se prépare. Et Suleyman, qui l'a vu avec quelques autres personnes, vont alerter les responsables du camp. Ils vont écouter aussi Abou Bakr, parce qu'il y a des chefs pour chaque nationalité, chaque pays, chaque tribu, et Abou Bakr est un peu un genre de consultant. Ce n'est pas un chef, mais comme ça fait 7 ans qu'il vit sur les chemins, les autres lui demandent des conseils. Et Abou Bakr va proposer de traverser la frontière. Il va dire, on est des centaines cachés dans la forêt, il faut qu'on traverse la frontière tous ensemble et qu'on passe en force à Melilla, qui est une enclave, c'est une ville espagnole sur le territoire marocain. Et une fois qu'on sera de l'autre côté, eh ben on aura réussi, on sera arrivé en Europe. J'ai oublié un détail au sujet d'Abou Bakr, c'est que il a une jambe qui est paralysée. Donc c'est une personne handicapée qui a du mal à se déplacer. Et dans cet assaut, il a très peu de chances de réussir à passer de l'autre côté. Et là, c'est assez long, ça dure plusieurs chapitres. Ils passent la frontière, mais de façon très difficile. Il y a beaucoup de violence, il y a les policiers qui essayent de les arrêter. Après avoir passé la première barrière, il y en a une seconde. Ils ont construit des échelles, mais les échelles craquent, les gens tombent les uns sur les autres. C'est assez difficile. Et Abou Bakr a fait promettre à Suleyman de ne pas faire attention à lui et de tracer droit devant. Mais Suleyman, à un moment où Abou Bakr va tomber et où les autres montent sur lui, va s'arrêter et va sauver son ami. Et en fait, symboliquement, au moment où il va sauver Abou Bakr, il va sauver aussi sa vie. Parce qu'il se dit, je suis devenu un monstre, j'ai volé quelqu'un qui était aussi pauvre que moi, j'ai renoncé à beaucoup de choses, et en sauvant Abou Bakr, il retrouve un peu d'humanité parce qu'il met sa vie en jeu pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Et finalement, ça tiendra vraiment à un cheveu, mais ils vont réussir à passer à travers le grillage et ils vont se retrouver effectivement en Espagne. Donc c'est la fin du voyage pour Suleyman, c'est vraiment le tout dernier chapitre, il est de l'autre côté avec Abou Bakr, et à ce moment-là, les policiers qui les ont toujours poursuivis vont devenir très gentils. Il va se dire, c'est incroyable, c'est les mêmes que ceux qui nous fonçaient dessus, qui nous tapaient, qui nous menaçaient avec leurs pistolets, qui nous ont tiré dessus avec des balles en caoutchouc, mais maintenant c'est comme si c'était un jeu, et c'est comme si on avait gagné ce jeu. Là, il y a un contraste évidemment parce que eux jouent avec leur vie et c'est pas du tout un jeu, mais c'est comme si d'un coup, ben voilà, ils sont de l'autre côté et on vient soigner leurs blessures, on vient voir quels sont leurs besoins, leur donner à manger, etc. Et Suleyman, ça c'est quand même la touche d'espoir de ce livre qui est très noir, a accompli sa mission. On a vraiment l'impression qu'à partir du moment où il pose le pied en Espagne, il a vraiment atteint son Eldorado. Et il dit qu'il pourrait abattre des montagnes, il va réussir à travailler, il va réussir sa vie. Pour revenir au capitaine Pieracci, lui c'est un petit peu comme les deux pôles, le pôle positif et négatif de ce monde qui se croise. Le capitaine Pieracci, lui, il s'enfonce dans quelque chose de plus en plus dramatique. Il est arrivé à la rame et les policiers libyens l'ont arrêté. Finalement, un policier véreux va le ramener chez une femme qui est vraiment décrite comme étant très laide, autant moralement que physiquement, qui explique qu'elle était une femme de la rue, mais qu'elle est devenue la reine de Al-Zouara, c'est la ville où elle vit.
et elle organise justement les passages de clandestins. C'est un petit peu compliqué parce que l'auteur dit en même temps dans le livre, et il fait dire à cette dame, moi oui je l'ai fait passer, mais au moins moi je ne les tue pas en route. Et effectivement, le capitaine Piracci, il en a vu beaucoup. Le problème n'est pas que ces gens soient des passeurs, c'est qu'ils prennent l'argent mais ils ne font pas passer les gens, ils les laissent mourir. Elle dit, moi au moins quand je fais passer les gens, ils arrivent de l'autre côté. Et elle demande au capitaine Piracci de travailler pour elle, elle lui donne une liasse de billets. Et puis finalement, Piracci ne veut pas travailler pour elle, même si ça l'aurait amusé de faire le travail dans l'autre sens. Il n'est pas là pour s'amuser, il est vraiment dans une forme de dépression et de renoncement à la vie assez impressionnant. Il mange même plus, il se laisse complètement mourir. Donc il ne veut pas du tout travailler pour la reine d'Al-Zouara. Il prend l'argent et il monte dans un bus. On comprend qu'il fait le même chemin que celui qu'a pris Sulayman. Il n'y a pas de repère chronologique dans le livre et c'est un peu mélangé. Donc là, il faut bien comprendre comment ça s'est passé parce qu'il y a une petite surprise dans le livre et je vais l'expliquer. Donc, il rencontre un groupe de migrants pendant une pause et le chauffeur de bus a racketté aussi Piracci. Comme il avait plus d'argent, il l'a mis dehors. Et en plus, Piracci, il est quand même un petit peu contre la migration à un moment. Il dit, c'est pas bien de parler de l'Eldorado parce qu'en Europe, vous vivrez mal, vous serez pas respecté, vous n'aurez pas de papier, vous n'aurez pas de travail. Et du coup, les gens dans le bus, ça les agace, le chauffeur aussi, et il le balance au bord de la route. Et là, il va se retrouver avec des migrants qui font un feu et qui parlent de l'ombre de Massambalo. Et c'est un espèce de dieu qui voyage incognito et qui défend les migrants, qui les protège. Piracci, qui n'est pas du tout ni croyant ni superstitieux, ne croit pas du tout à l'ombre de Massambalo. Mais il écoute cette légende qui est racontée en français, bien que lui soit italien, mais c'est un français auquel il comprend beaucoup de choses parce que c'est utilisé avec des mots simples. Et selon la légende, Massambalo, c'est donc un dieu qui voyage incognito, qui ne parle pas. Et quand on lui donne un objet, il veille sur nous jusqu'à la fin de notre périple. Et il va se retrouver sur un marché. Le capitaine Piracci, il s'assoit par terre, il n'attend plus rien, il n'espère même plus la vie. Enfin, il n'est même pas assis d'ailleurs, il est debout. Il est planté comme ça au milieu de la foule et il y a quelqu'un qui va venir vers lui. Et c'est le moment où les deux personnages principaux de ce livre vont se croiser. On comprend à la fin du livre que c'est Sulayman qui est venu vers lui et il lui a demandé « Est-ce que tu aimes Massambalo ?» Et le capitaine Piracci va accepter d'endosser ce rôle, c'est-à-dire de prendre le cadeau et de ne pas parler. C'est ce qu'est censé faire le fameux dieu sur place. Et Sulayman va lui donner le collier vert de son frère Jamal, un collier auquel il était très attaché. Et c'est vrai que là, les pièces se remettent en place et on comprend dans le livre qu'à un moment, quand Sulayman allait très mal, après avoir frappé l'agriculteur qui s'appelait Ahmed, qui est un agriculteur algérien, on se rappelle, hein, à qui il avait volé tout l'argent de son bétail, Sulayman ne voulait plus continuer, il trouvait que sa vie ne valait plus la peine, et ce qui va lui donner la force, c'est d'avoir croisé ce fameux personnage qui est Massambalo. Et d'ailleurs, Boubacar, beaucoup plus tôt dans le livre, va lui dire « Mais qu'est-ce que tu as fait de ton collier ?» Et il ne va pas répondre, il va dire « Si j'avais dit à Boubacar qui j'ai croisé, il ne m'aurait pas cru. » Et en fait, Sulayman va penser qu'il a croisé Massambalo et Piracci va accepter d'endosser ce rôle. Et c'est important parce que Piracci, il laisse tomber un petit peu son côté rationnel. Il arrête de dire aux gens non, il ne faut pas y aller, l'Eldorado n'existe pas. Et il va lui aussi contribuer à ce rêve et à cette marche vers une vie meilleure en encourageant Sulayman alors qu'il a passé sa vie à justement refouler les personnes qui venaient à la recherche de l'Eldorado. C'est un livre qui est très très dur, il y a beaucoup de passages poignants. Il est écrit un petit peu sur le ton de la tragédie parce que Laurent Godet, avant d'écrire ce roman, c'était quelqu'un qui écrivait des pièces de théâtre inspirées justement de toutes ces tragédies grecques et romaines avec des personnages excessifs, passionnants et symboliques. Et on retrouve un petit peu tout ça dans ce roman. Bon, le résumé rapide n'a pas pu être plus rapide que ça parce qu'il y avait beaucoup de choses à raconter. Et vous trouverez en lien la lecture de ce livre que j'ai faite sur ma chaîne en format livre audio. Vous trouverez aussi le résumé détaillé par chapitre. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le livre, je serai très contente d'en parler avec vous. C'était un résumé de Littérature du soir.